Combien de fois nous avons perdu les gens qui nous sont chers dans ce pays à cause de la guerre. L'espérance de vie baisse pour ces cœurs abattus qui n'ont plus d'espoir. Le sang a longtemps coulé, les larmes coulent aussi. Regarde cet enfant abandonné, traumatisé. Son futur est sombre, ses rêves sont étouffés. Donne-lui un sourire, il ne veut que la paix. Il lui faut de la lumière, un regard résolument tourné vers l'avenir. Oh yeah. Salut, je m'appelle Jonas Mayala et je viens aujourd'hui aux couleurs de la République démocratique du Congo pour faire une petite analyse sur ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo. Depuis quelques jours ou peut-être quelques semaines, il y a encore des groupes rebelles qui se sont réveillés dans la partie est du pays et qui ont décidé d'attaquer et de faire des gros dégâts. Alors, je ne suis pas journaliste, je le dis assez souvent, je suis juste un analyste. Je ne veux pas vous présenter des infos, des nouvelles informations, car il y a beaucoup de médias qui les font. Beaucoup de médias nous présentent des tas d'informations que moi, je m'en servirai pour faire juste une analyse. Je vais juste analyser les faits et de ce qui se passe sur le sol congolais. L'histoire de la République démocratique du Congo et son voisin rwandais, c'est le conflit, en tout cas on va parler du conflit, le conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda tire ses origines dans un passé relativement court, on va dire. Alors moi je vais ici présenter les contextes historiques de ces conflits sur le plan régional, mais également sur le plan international ou global, mondial. Ce qui fait que la grande question, c'est que pourquoi la communauté internationale ne réagit-elle pas à tout ce cri des génocides que l'on vit, des massacres que la République démocratique du Congo vit dans sa partie est du pays? On va analyser tous ensemble le pourquoi de ces grands silences qui inquiètent tout le monde, en tout cas ceux qui ont les cœurs compatissants à ce qui se passe à l'est du pays. Tout partirait, entre guillemets, je dis tout partirait du génocide du 1994. Ça veut dire en 1994, le Rwanda va vivre un grand génocide, une guerre civile qui éclate entre les deux grands peuples du pays. Ça veut dire les Hutus et les Tutsis. Et là, ce sont les Hutus qui ont le pouvoir et qui ont les déçus sur les Tutsis. Ils vont le massacrer jusqu'à près environ 1 million. Ce massacre qui cause autant de victimes va être le plus grand massacre du pays, le plus grand génocide du pays et qui a entraîné le déplacement évidemment de plusieurs personnes, plusieurs Tutsis vers le voisin congolais. Et à la même année, l'homme fort de M. Kagame, Paul Kagame, devient le ministre de la Défense. Ministre de la Défense du pays, et il va participer à ce renversement de pouvoir pour donner cette fois-ci l'avantage aux Tutsis. Et les Tutsis vont profiter de ces renversements de pouvoir pour se venger de leurs frères et sœurs Hutus. Les choses changent et les Hutus vont se faire tuer, mais vraiment tuer dans cette logique de la vengeance, et ceux qui vont échapper à cette vengeance vont fuir vers la RDC. Et là, le déplacement va être encore plus important parce qu'on parlerait ici de près de 2 millions de personnes qui auraient fui le Rwanda pour la RDC. Et ceux qui fuient au Rwanda, ceux qui fuient en RDC, parmi eux, il y a des génocidaires de 1994. Beaucoup de génocidaires d'ailleurs. Et dès qu'ils arrivent sur le sol congolais, ils vont se constituer en petits groupes rebelles pour aller rechercher les Tutsis sur le sol, cette fois-ci congolais.
Et donc le massacre continue sur le sol congolais. Et cette information va fort déplaire aux autorités Tutsi qui se sont bien installées au Rwanda. Et là, ils vont décider d'envoyer quelques troupes rwandaises jusque sur le sol congolais pour aller exterminer et donc ici tuer les Hutus. À cette époque, en RDC, c'est M. Mobutu, le général Mobutu, qui est aux commandes dans son ex-Zaïre. Et Mobutu ne va pas apprécier l'ingérence du Rwanda sur son sol. Il décide alors de chasser tous les Tutsis du pays, de se retirer, leur demande de se retirer, de quitter le pays. Kagame va malheureusement ne va pas apprécier cette décision de la part de Mobutu. Lui et son voisin ougandais vont préparer une rébellion. C'est là qu'ils vont former M. Laurent Désiré Kabila. Un groupe rebelle qui va progresser jusqu'à Kinshasa et chasser Mobutu. Lors de cette opération, le Rwanda et l'Ouganda vont signer un certain nombre d'accords avec le groupe rebelle de M. Laurent Désiré Kabila pour qu'enfin, après la victoire, qu'il co-dirige le pays. Ça veut dire qu'il dirige le pays et que le Rwanda continue également à se venger des Hutus, de se venger de ces génocides de 1994. Une fois au pouvoir, Laurent Désiré Kabila refuse d'observer ou de respecter les accords et décide à ce moment-là de chasser le Rwandais Tutsi qui étaient sur le sol congolais. Il leur demande de se retirer, de retourner dans leur pays. Ça va encore être comme un coup de poignard dans le dos de M. Kagame. Et Kagame décide d'entrer en guerre contre Laurent Désiré Kabila. Et c'est ça qui va donner la deuxième guerre du Congo de 1998 jusqu'en 2002. Et cette guerre va amener à la mort même de M. Laurent Désiré Kabila en 2001. Et ce n'est que après les accords de Sun City en 2002 a conduit des négociations conduites par le fils de Laurent Désiré Kabila, donc Joseph Kabila, que voilà, un accord de paix sera signé entre ce pays, le Rwanda va se retirer, et puis voilà, il y aura un semblant de paix. Mais ce semblant de paix ou le retrait des troupes rwandaises ou ougandaises sur le sol congolais ne va pas forcément signifier la fin de la guerre et des hostilités dans cette partie du pays. Certains autres groupes continueront à opérer à l'est du Congo pour des intérêts plus ou moins économiques, mais aussi politiques. Mais en tout cas, il va y avoir encore une succession de guerres civiles. Il y a vraiment plein de groupes rebelles et chacun revendiquant ce qu'il appellerait ses propres droits. Les uns, c'est pour la libération du Congo, d'autres, la libération des peuples autochtones, d'autres, voilà, la protection des ressources naturelles de cette partie du pays. Il y a plein de revendications. Bon, bref, c'est une zone qui est à tout moment pilonnée par des tensions et des massacres. Mais c'est en 2012, après les élections, et M. Kabila qui est reconduit pour son second mandat, qui va se former un groupe de rebelles nommé le M23. Le M23 qui serait un groupe qui serait né à un certain 22 avril 2012 et qui va venir revendiquer le même droit que les autres groupes, les groupes précédents. Le respect des accords entre le dirigeant congolais et le Rwanda, l'Ouganda. Ça veut dire que le Rwanda exigera jusqu'à 3 ministères dans le gouvernement de M. Kabila pour co-diriger finalement la RDC. Une autre question qu'il faut se demander, pourquoi le Rwanda, l'Ouganda et surtout le Rwanda exigent de co-diriger le Congo? Pourquoi exige-t-il de co-diriger le Congo? Ça, c'est important de se poser cette question-là. Jusqu'ici, j'essaie de mettre juste un petit peu de parler du contexte historique. C'est fou, mais c'est ça. Le Rwanda veut diriger le Congo. Alors, et pendant ce temps, en 2012, en 2013,
par un coup de pression de la communauté internationale, notamment des Nations Unies, le M23 est dissous. Le M23 se retire du pays. C'est un groupe qui disparaît un petit peu à l'issue. Justement, il y a eu même des enquêtes dans le pays, des experts des Nations Unies, et qui ont finalement établi la culpabilité ou la responsabilité du Rwanda sur le sol congolais. Ils ont réuni les preuves comme quoi le Rwanda serait en train de soutenir le mouvement du M23. Parce que le Rwanda disait qu'il était hors le mouvement M23, il n'était pas derrière le M23, mais alors le rapport, c'est un rapport d'ailleurs secret des Nations Unies qui va révéler la responsabilité du Rwanda derrière le mouvement du 23 mars. Mais malgré ça, cette responsabilité établie dans ce rapport, en 2012, le Rwanda décide de présenter sa candidature pour siéger au Conseil de sécurité comme membre non permanent. La République démocratique du Congo s'opposera à cette candidature et décide, alerte les Nations Unies ou les conseils de sécurité sur le potentiel ou sur le probable rapport qui présente le Rwanda comme un pays génocidaire. Mais le Rwanda va compter sur ses alliés stratégiques. Sa candidature passe et remplace l'Afrique du Sud au Conseil de sécurité comme membre non permanent pour 2 ans. Ça veut dire 2013 et 2014. Ce qui va sembler être un petit peu un scandale. Comment un pays qui vient d'être accusé dans un rapport officiel des Nations Unies va être membre non permanent de l'organe le plus puissant des Nations Unies. Bon. Ceci va peut-être nous permettre d'introduire ce contexte plutôt global sur pourquoi une institution à la hauteur des Nations Unies prouve que le Rwanda serait derrière ces génocidaires de l'Est, la République démocratique du Congo. Mais quelques temps après, ou quelques mois juste après, le Rwanda passe comme membre non permanent du Conseil de sécurité. Ah ouais, ça c'est un peu louche. Et le Rwanda, qui présente cette fois-ci, pour appuyer sa candidature, présente sa vulnérabilité face au génocide de 1994, disant que voilà, le Rwanda ne voudrait pas voir ou vivre ce genre de choses dans la région. Ici, c'est en Afrique de l'Est. C'est un petit peu compliqué, mais voilà, le Rwanda devient membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, et là, il va encore aller approfondir, accroître ses contacts, ses liens et des accords avec des grandes puissances. On va aller un petit peu en haut. Les Nations Unies décident, les Nations Unies ont un rapport qui présente le Rwanda ou le gouvernement rwandais comme étant derrière le M23, le trouble qu'il y a à l'est de la RDC, et pourtant les Nations Unies ne disent rien. Il faut savoir ici, dans le contexte global, que lorsque les pays européens, notamment le Royaume-Uni, l'Angleterre, ont perdu leurs colonies, ça veut dire que les pays ont pris leurs indépendances, ces pays ne se sont pas totalement retirés de ces différentes zones, de ces différentes régions. Dans presque partout, dans presque toutes les régions du monde, il y a la présence des anciens colonisateurs pour contrôler et gérer les richesses de ces pays ou les richesses dans ces régions-là. Et en Afrique de l'Est, il faut savoir qu'ici, le Royaume-Uni, en connivence ou en complicité avec les États-Unis, ont décidé d'avoir un élève qui leur permettrait de gérer cette région considérée comme l'une des plus riches de la planète. C'est une région que les grandes puissances essaient de s'arracher à tout prix, et les États-Unis profitent de leur leadership mondial pour établir leur leadership, leur domination dans toutes les régions qui sont considérées comme des régions riches. Pendant un long moment, je crois, pendant le règne de M. Joseph Kabila, le Congo serait même une zone qui déclencherait la Troisième Guerre mondiale, comme on le voit aujourd'hui avec Taïwan.
c'était la RDC qui pouvait déclencher la Troisième Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que les grandes puissances sont ruées sur les richesses de la République démocratique du Congo. Qui contrôle le Congo, comme certains le disent, contrôlerait le monde, entre guillemets, parce que le Congo regorge beaucoup de ressources naturelles. Et donc, pour contrôler le pays, les États-Unis et le Royaume-Uni décident de négocier avec des voisins. Et c'est le Rwanda qui a été sélectionné. Cette proposition serait peut-être faite aussi à Laurent Désiré Kabila qui avait dit non. Au début, il était d'accord parce que ce sont les États-Unis, le Rwanda et l'Ouganda qui l'avaient aidé à chasser Mobutu. Mais après, il leur a dit tous non et il les a foutus à la porte. Ce qui n'a pas plu aux États-Unis d'Amérique, au Royaume-Uni. Et donc, ils ont décidé de se servir d'un de ses voisins, des voisins de la République démocratique du Congo, pour contrôler le Congo. Et c'est le Rwanda qui a été choisi. Il y aurait au Rwanda même une base militaire américaine. Ça veut dire qu'au Rwanda, le Rwanda a un accord militaire avec les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni. C'est donc ces éléments qui font que malgré la responsabilité établie du Rwanda, aucun pays, aucune puissance au sein des Nations Unies ne peut décider d'imposer au Rwanda un cessez-le-feu ou d'imposer au Rwanda quoi que ce soit. Le Rwanda est un tout petit pays, mais qui compte sur des alliés stratégiques de poids, de choix. Le Rwanda fournit aux États-Unis, au Royaume-Uni, ce dont ils ont besoin et en échange, les États-Unis, le Royaume-Uni défendent farouchement le Rwanda sur la sphère internationale. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le Conseil de sécurité, les États-Unis, le Royaume-Uni pèsent énormément. Aucune résolution ne passerait au Conseil de sécurité qui discriminerait ou qui imposerait quelques sanctions au Rwanda. Pour qu'une résolution passe au Conseil de sécurité, il faut que d'abord les 5 membres permanents soient tous d'accord. Or, les États-Unis, le Royaume-Uni protégeraient, mais vraiment protégeraient le Rwanda. C'est pour ça que le Rwanda n'est pas poursuivi, malgré sa responsabilité établie. Ce qui est bien dommage pour la République démocratique du Congo. Les États-Unis, le Royaume-Uni, derrière le Rwanda. Et le Rwanda s'avère être intouchable, bénéficie des aides venant des États-Unis et du Royaume-Uni qui ont propulsé même son avancement et son développement. C'est comme ce qu'on va appeler ici un bel élève des États-Unis et du Royaume-Uni. Le Rwanda fournit l'essentiel du coltan aux grands géants dans l'électronique. Il faut savoir que la RDC regorgerait jusqu'à 60 ou 70% des réserves mondiales du coltan. Le coltan est un minerai hautement stratégique dans l'industrie des appareils électroniques. Ces coltans viennent de la RDC, mais c'est le Rwanda qui en est largement bénéficiaire. Voilà un peu le petit contexte qui va nous permettre d'analyser un petit peu. C'est vrai que certains autres pourront donner beaucoup plus de détails. Il y a beaucoup plus de détails peut-être qu'on peut donner là-dessus. Mais moi, je donne ces contextes sur lesquels j'aimerais poser une petite analyse. Il faut savoir ici que le Rwanda, comme certains autres pays dans le monde qui ont accepté le deal avec les États-Unis d'Amérique ou avec les pays occidentaux, profite et bénéficie d'une certaine couverture. Ça, c'est vrai, c'est une vérité et on le voit. On voit que sur le continent africain, le Rwanda est présenté un petit peu dans les médias comme l'élève modèle et exemplaire, avec un fort niveau de développement et tout ce qui s'ensuit. Le Rwanda est un petit pays qui compte actuellement environ 12 à 13 millions d'habitants. Ce n'est pas ça les plus gros enjeux. Ce que nous devons comprendre ici, c'est que le Congo pleure. C'est environ 20 millions de personnes qui sont tombées à l'est du pays jusqu'à maintenant. La guerre a duré un peu plus de 20 ans. C'est assez triste de voir qu'aujourd'hui, beaucoup de pays du Sud essayent de s'émanciper
essaient de se libérer du gourou occidental, mais certains autres continuent à jouer les jeux de vrais traîtres. Les États-Unis d'Amérique, avec leur gros budget militaire, arrivent à soudoyer beaucoup de pays dans le monde pour asseoir sa domination. Ce qu'on peut clairement voir en Ukraine, on peut le voir au Japon, on peut le voir, il y a beaucoup de pays. Il y a Taïwan, avant Hong Kong, mais maintenant plus. La Corée du Sud, un petit peu l'Arabie Saoudite, il y a le Qatar, il y a beaucoup de pays qui reçoivent dans leur budget militaire de défense des enveloppes venant officiellement des États-Unis d'Amérique et qui permettraient aux États-Unis d'étendre leur influence à partir de leur pays. Et le Rwanda joue ce rôle, malheureusement, sur le continent africain. Ce que moi, je suis en train de voir pour le Rwanda, parce que, une chose est sûre, les États-Unis ou les grandes puissances font porter le chapeau à un petit pays vulnérable comme le Rwanda. Le Rwanda accepte la responsabilité de tout ce mort-là à l'est du pays. Ça, c'est un courage héroïque. Ouais, très bien. Ça veut dire que tous ces gens qui tombent à l'est du pays, pour que les Américains, pour que les Occidentaux aient ce qu'ils veulent, pour que la communauté internationale qui se cache derrière les Américains, derrière les Anglais, derrière les Occidentaux, aient ce qu'ils veulent, le Rwanda accepte de recevoir des enveloppes et de porter le sang dans ses mains de tous les gens qui tombent à l'est du pays. Un tout petit pays qui fait un peu plus de 26 000 km², c'est bizarre de voir le risque que prend le Rwanda. S'il y a des Rwandais qui vont suivre cette émission, je vais vous dire que Paul Kagame, que vous affectionnez beaucoup, que vous aimez beaucoup, va vous laisser un très mauvais héritage. Porter la responsabilité du sang qui a coulé ou qui continue à couler en RDC, à l'est du Congo, c'est hériter d'un passé douloureux et malheureux. Parce que le temps est en train de venir où les États-Unis ne seront plus capables de protéger tous ses alliés. Déjà, on le voit en Europe, ça bug. Dans le Moyen-Orient, ça commence à bugger. Les États-Unis ne pourront jamais supporter et protéger tous ses alliés. Jamais. Et quand ils ne seront plus capables de protéger tous ses alliés, le Rwanda risquerait de se faire envahir par la RDC. La RDC, c'est un géant qui dort et qui se relève petit à petit. Et nous sommes en train de soupçonner une certaine préparation des guerres en RDC contre le Rwanda. Ouais, contre le Rwanda. La RDC, à un moment donné, va dire on en a marre. Ça n'est de trop. On a beaucoup pleuré dans ce pays et décidera d'attaquer le Rwanda. Et le Rwanda verra que les États-Unis n'ont pas autant de pouvoir pour protéger tous ses alliés dans le monde. Tous ses alliés. Comment vous pouvez être un peuple en train de soutenir un président qui vous conduit droit dans le mur? Quel est ce type d'orgueil qu'un petit pays comme le Rwanda peut développer et terroriser un grand pays comme la RDC? Le Rwanda, la RDC, c'est autant de fois le Rwanda. Le Rwanda est l'un des plus petits pays au monde. La RDC, c'est environ 90 fois le Rwanda. C'est inimaginable. J'aimerais renvoyer le gouvernement rwandais ou bien les peuples rwandais à l'exemple de l'Ukraine. L'Ukraine a été également entêtée, non par un seul pays ici, mais par tous les membres de l'OTAN, à faire tête à la Russie. Aujourd'hui, on le voit, même si l'Ukraine continue à tenir bon, mais l'Ukraine essuie encore les larmes. On sent. On voit comment Zelensky va partout dans le monde pour carrément exiger l'aide de l'OTAN.
Il pensait que ça serait automatique, que les membres de l'OTAN entreraient en guerre. Je ne sais pas ce qu'il pensait. Mais on le voit aujourd'hui, que même l'OTAN ne sait pas stopper la puissance russe sur le sol ukrainien. L'Ukraine a perdu une zone importante, quasi tout l'est de son pays est entre les mains de la Russie. Sans compter des pertes en vies humaines, pertes financières, des pertes, la paix et tout le reste. Pourquoi? Parce qu'il y a certains pays qui lui auraient dit, si jamais la Russie ose d'agresser, nous serons là. Eh bien, ils sont là. Aujourd'hui, il faut décider si le Congrès américain va accorder l'aide, qu'on lui demande et tout. C'est pas automatique, ce sont des pays démocratiques. Je vais encore dire une chose. Le Rwanda est soutenu par les démocrates aux États-Unis d'Amérique. Ce qui veut dire que si Donald Trump gagne les élections, il y a lieu que le Rwanda ne soit plus soutenu par les États-Unis. Et à ce moment-là, le Rwanda vivra la colère de la République démocratique du Congo. C'est triste de le dire, mais c'est ça la vérité. Parce que si le Rwanda refuse de reconnaître sa responsabilité dans tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo avec le M23 et tout le reste, malgré toutes les preuves qu'on a présentées, pourquoi donc sa culpabilité sur ces joueurs-là au Rwanda qui auraient fait ce signe pour célébrer son but qui a été beaucoup critiqué sur les réseaux sociaux et dont j'ai appris qu'il a été expulsé du Rwanda? Pourquoi expulser un joueur qui a fait un signe pour soutenir, d'ailleurs son pays, c'est un Congolais, son pays, et se fait expulser du Rwanda? Pourquoi le Rwanda ne veut pas voir les gens faire le signe ici s'il refuse de soutenir les M23? Ça n'a aucun rapport. Voilà un peu la situation. Voilà un peu mon analyse. Le Rwanda risque, dans les années à venir, d'être envahi par la RDC. Être détruit par la RDC. Parce qu'à un moment donné, la RDC va se dire trop c'est trop. Est-ce qu'on voit actuellement, ce qui se dessine actuellement, le président actuel est en train d'aller vers cette tendance-là. Il est allé jusqu'à promettre ouvertement une guerre contre le Rwanda. Parce que toutes les preuves sont là. Il y a assez d'éléments pour prouver la responsabilité du gouvernement rwandais ou de l'armée rwandaise dans la partie est du Congo, venant aider les groupes rebelles. Est-ce qu'il s'agit seulement de venir se venger contre le peuple Tutsi? Il y a trop d'enjeux qui entrent en ligne de compte. Je viens de parler ici de ces pays qui ont besoin des richesses de la République démocratique du Congo et qui se servent de celui qui, du Rwanda qui s'apporte, qui se prête au jeu, pour leur offrir ce qu'eux ils veulent. Et le Rwanda se permet de terroriser le peuple de l'Est du Congo, un pays voisin. Le Rwanda décide de compter. Ça, c'est pas différent. Est-ce qu'on peut considérer, appeler ici comme la corruption? C'est comme si le développement du Rwanda est basé sur le sang. Il faut que le sang coule quelque part pour que le Rwanda ait toutes ces aides-là des pays occidentaux. Et comment vous imaginez, contre tout le droit de l'homme, le Royaume-Uni signe un accord pour expulser tous les réfugiés clandestins du Royaume-Uni vers un pays tiers en attente de la réponse. Et vous savez, le pays qui a été désigné, le pays qui a accepté ce deal-là, le Rwanda encore une fois de plus, qui accepte de jouer toujours les mauvais jeux. C'est un droit qui est critiqué par les droits de l'homme. Comment quelqu'un peut demander l'asile au Royaume-Uni et aller attendre la réponse au Rwanda à des milliers de kilomètres? Comment vous concevez une telle chose, une telle discrimination, un tel massacre humanitaire? Présentons-nous d'abord le contexte géopolitique de quelqu'un qui a traversé la mer Méditerranée. Il se retrouve au Royaume-Uni, en Angleterre, il demande l'asile et on lui fait traverser la mer Méditerranée pour qu'il aille attendre la réponse au Rwanda. Comment on peut accepter une telle chose? Ça, c'est le Rwanda qui accepte un tel deal avec sa superficie,
mais il accepte de jouer toujours le mauvais rôle dans l'histoire. Des dirigeants assoiffés de pouvoir et d'argent. Tout ça parce qu'on a mis une grosse enveloppe sur la table. Les politiciens rwandais sont prêts à accepter le massacre humanitaire. Tout ça parce que les Occidentaux, les États-Unis, le Royaume-Uni décident de mettre une enveloppe sur la table. C'est parce que nous voulons pour le Rwanda. Mais à un moment donné, le Congo sera obligé de pousser à poser ces gens d'actes. Merci beaucoup. Je vous fixe rendez-vous dans nos prochaines éditions. Je vais présenter une émission sur une potentielle attaque contre le Rwanda. La RDC serait-elle en train de préparer une attaque potentielle contre le Rwanda et avec quelle aide? Ça sera dans la prochaine émission. Merci. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Maisha inayumba yumba na woga kila wakati, damu imemwangika sana, yeah. Watu wamefariki, yeah. Watoto wanalia, wazazi wahangaika, amani iko wapi, yeah. Wakongomani wote tujenge nchi yetu kwa pamoja.